Zoé Grosso, bonjour, bienvenue Bonjour. chez Castelet, notre chaîne d'entretien qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, donc je suis Zoé Grosso, je suis, comédienne marionnettiste, metteuse en scène et je suis directrice artistique de la compagnie Boom. C'est quoi alors, directrice artistique? Ça veut Directrice dire quoi pour artistique, toi? ça veut dire quoi pour moi? C'est une super question. Ça veut dire que c'est plutôt moi qui impulse les projets de la compagnie. Après, à chaque fois, il y a une équipe qui les développe, mais c'est plutôt moi dans mon coin qui ai une idée à me dire: «Tiens, j'ai envie de parler de ça ou de ça. Tiens, j'aimerais bien m'adresser à tel public». Voilà. Vous êtes combien dans l'équipe? Dans l'équipe, au quotidien, je travaille avec un administrateur qui s'appelle Amé Valran, qui est plus qu'administrateur, qui fait de la diff et de la prod. Voilà. Donc on est vraiment les deux personnes au quotidien qui travaillons pour la compagnie. En ce moment, on a une super stagiaire qui s'appelle Lucie qui est avec nous. Et puis après, il y a toute l'équipe artistique et technique qui tourne en fonction des créations et qui reviennent souvent de création en création. Et au bureau, tu fais quoi? Enfin, quand tu dis travailler avec lui. Ce que je fais, ça peut être des choses très concrètes, de la diff, de la com, de la prod, de se dire ah oui, tiens, on en est là de tel projet, on en est là de tel autre, dans quelle direction on va, voilà. Ça va de choses très concrètes, de envoyer des mails à réfléchir ensemble à des grandes décisions sur l'avenir de la compagnie Boom. C'est toi qui écris les dossiers de la compagnie? C'est plutôt moi qui les écris, ouais. C'est pas toujours moi qui les mets en page seule et souvent, toute la partie un peu technique des dossiers, que ce soit, budget de prod, tout ça, c'est vraiment, Amé, le spécialiste. Et Voilà. ça fait combien de temps qu'elle existe, la compagnie? La compagnie existe depuis 2019. Et vous êtes soutenu par une structure? Moi, j'ai été soutenue par plusieurs structures comme Compagnonne, Oui, à la Nef à Pantin et au THR à Fontenay. Et là, on a fait notre première demande de conventionnement. On n'a pas d'accord. encore la réponse. Et du coup, comment tu arrives à rémunérer Amé? Et ben, j'arrive à rémunérer Amé parce qu'on a la chance de pas mal tourner nos spectacles. Et du coup, ça génère un bénéfice. Et aussi, dans la mesure du possible, on fait produire nos spectacles. Donc, on va rencontrer des partenaires publics pour avoir des subventions pour les créas, ce qui peut aussi nous permettre de dégager des sous pour Du coup, il est rémunérer Amé. intermittent. Ou il Tout à est... fait, Oui, c'est ça. tout à fait, ouais, 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 carrément. Et Amé, j'espère ne pas dire de bêtises, mais aux dernières Noël, c'était ça, Amé est rémunéré le temps qu'il y a le travail. Du coup, je suis assez contente de ça parce que c'est un peu rare de faire ça pour les admins et les chargés de prod. Oui, de réussir à payer tout son travail, Bah voilà, effectivement. c'est ça, de pas lui dire je te paye un jour alors que t'en fais 3 ou 2 jours alors que t'en fais 3. Voilà. Très bien. Tu peux nous parler un peu de ta formation, d'où tu viens? Ouais, carrément. Moi, j'ai fait du théâtre depuis ado, ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais très polie et je savais que ça n'allait pas du tout plaire à mes parents comme carrière. Donc j'avais un peu ça comme rêve, mais j'étais polie, quoi. Et du coup, je suis allée faire des études, un truc qui s'appelle une classe prépa. C'est un truc qui dure 2 ans, une classe prépa littéraire, ça s'appelle Hippocagne-Cagne. C'est en gros la suite de la terminale dans le sens où tu fais toutes les matières et c'est un endroit qui prépare au concours de grandes écoles. Dans les classes prépa littéraires, il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans ces grandes écoles, mais juste la préparation de ces écoles est une formation hyper riche, enfin, tu as des cours vraiment de haut niveau dans plein de Et tu as fait disciplines. ça où? J'ai fait ça à Paris. En Hippocagne, j'étais à Victor Hugo et en Cagne, j'étais à Claude Monet. Et en fait, ces deux prépas-là, je les ai choisis parce qu'il y avait un professeur qui s'appelle Edgar Petitier qui faisait une spécialité de théâtre académique. Hein. On allait voir beaucoup de spectacles, mais on pratiquait peu. On avait quelques stages dans l'année, mais c'était vraiment un truc de, de réflexion autour du théâtre, quoi. Et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai rencontré Lou Simon, de la compagnie Avant l'Averse. Et
Du coup, dans cette formation, on voyait beaucoup de spectacles. On avait un abonnement au Théâtre de la Marionnette de Paris, à l'époque où il n'avait pas encore de salle. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et du coup, on a vu beaucoup de spectacles de marionnettes, ce qui m'a un peu subjuguée, quoi, de spectacles faits avec des légumes et puis du théâtre d'ombre, et puis le lendemain c'était de la gaine. Enfin, je me suis dit waouh, en fait j'ai jamais vu un truc aussi large. Et on avait quelques stages de pratique, et on avait un stage de marionnette avec Bérangère Ventusseau. Et ce stage-là, il m'a fait un vrai déclic. Il m'a fait un vrai déclic parce que en fait, j'aime beaucoup cette anecdote, je la raconte beaucoup, mais je trouve qu'elle parle très bien de la marionnette. En fait, c'était un stage dont la thématique, c'était la violence au théâtre, parce que c'était ça notre thématique de concours. Et donc, on bossait par groupe autour de différentes techniques de marionnette, autour de textes de Shakespeare qui parlaient de textes violents. Et il y a un groupe, elles ont eu je ne sais plus quelle pièce, mais c'est un texte qui décrivait de manière assez claire un viol. Et il y a une des deux comédiennes qui le disait, et l'autre qui tenait dans sa main une poire très mûre, et qui juste tout de long faisait ça. Et en fait, je me suis dit que j'avais jamais rien vu d'aussi violent de ma vie. Et ça m'a... Je me suis dit, waouh, là il y a un truc... Enfin, j'ai plus d'empathie pour cette poire que si une comédienne très talentueuse m'avait joué la scène avec son âme, quoi. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Et donc, impulsée par Lou, qui était un peu plus courageuse que moi et qui avait, je pense, un peu moins peur de ses parents que moi, on est allé voir notre professeur Edgar Petitier, et puis on lui a dit c'est un métier, marionnettiste, en fait. Et il nous a dit oui, c'est un métier. Il y a 2 formations vers lesquelles vous pouvez aller, le théâtre aux mains nues et l'ESNAM. Alors j'ai adoré parce que les profs en prépa, ils sont super, mais ils ont une grande notion de ce qui est l'élite et le pas élite. Et du coup, il nous avait dit comme ça, je fais la mèche, mais je pense qu'il était chauve, qu'on rentre, enfin c'est très dur de rentrer à l'ESNAM, et puis qu'on rentrerait jamais toutes les deux, machin, et puis on est rentrés toutes les deux. Donc j'étais vraiment bien contente de ça. Et du coup, donc suivant ses conseils, on est allé au théâtre main nue, une année de recrutement de Charleville, et donc on a préparé le concours de Charleville et on est rentrés toutes les deux. C'est quelle promotion du coup? 10e promotion, 2014-2017. Et tes parents, c'est allé, parce que c'était une école supérieure quand même. Et ben voilà. En fait, c'était le deal. J'ai fait un deal. C'est soit j'ai le concours de Charleville, soit je deviens prof d'histoire. C'était ça le deal officiel. Je sais pas si j'aurais vraiment fait ça, mais c'était ça le deal. Et non, ils ont eu un peu de mal, mais bon, le côté Charleville a calmé. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais le concours, elle m'a dit « Mais tu vas quand même faire ton mémoire d'histoire, hein ?» Voilà. Je ne l'ai pas fait. La réponse est non, je suis partie en vacances. Et du coup, l'école de Charleville et l'Hippocagne, est-ce que le fait d'avoir fait des études un peu littéraires, ça t'a amené à comprendre l'école différemment? De ouf. En fait, l'Hippocagne, c'est un endroit où quand tu rentres, on te dit « Ah oui, ça va vous aider pour toute la vie. » Et moi, j'étais là, et en fait, ils ont un peu raison. Dans le sens où ça donne une grille de lecture et une manière de réfléchir et de penser, en plus de donner des bases d'une culture un peu classique, un peu respectée, un peu machin. Je trouve que ça donne des grilles de lecture, et en tout cas, en faisant l'école avec Lou, qui avait fait cette même formation que moi, j'ai eu l'impression de voir qu'on avait notre cerveau qui fonctionnait de la même manière de plein de moments. Et donc, je dirais que c'est une formation qui m'a aidée même juste à comprendre un spectacle, une scénographie, une dramaturgie. Donc ouais, c'était ça ta question? Répondre à ta question. Oui, et par rapport aux autres élèves de ta promotion qui venaient d'autres horizons? Eh ben, les autres élèves, ils avaient des choses formidables, comme par exemple, ils savaient qu'ils avaient un corps, ce que moi, je ne savais pas, on m'avait jamais dit en fait. Du coup, moi, je suis vraiment arrivée, je bougeais comme un bâton et
je savais pas faire, quoi. Je me souviens, putain, je pensais à ça ce matin, que dans mes premiers carnets du théâtre Manu, j'ai écrit très fièrement, mais pas de manière ironique, j'ai dit « travailler sur le lâcher-prise ». J'étais trop fière d'avoir marqué ça, sans voir que c'était complètement incohérent de se dire ça, qu'il fallait que je fasse un effort sur le lâcher-prise. Donc voilà, donc déjà il y avait vraiment cet endroit-là où moi j'avais une petite expérience de la scène, mais quand même un endroit très théâtre, quoi, là où il y avait vraiment des élèves qui venaient d'ailleurs et qui avaient un rapport au corps que je trouvais... j'ai l'impression qu'on n'était pas sur la même planète. Et je savais pas planter un clou. Alors que dans ma promo, il y a des gens qui sortaient des beaux-arts. Et c'est ça que moi, c'est un des trucs que j'aime le plus à Charleville. Qu'il y ait ces parcours aussi différents qui, j'ai l'impression malheureusement, ont tendance à s'uniformiser parce que maintenant il faut avoir le bac. Et comme il y a, d'après ce que je sais, ça a peut-être changé, mais il y a eu des difficultés autour des bourses des élèves étrangers. Donc pendant plusieurs promos, il y a eu très très peu d'élèves étrangers finalement. Donc il y a, je pense qu'il y a ce risque-là, mais de toute façon, toute la profession l'a dit quand on a dit « Ah bah oui, mais si Charleville délivre ce diplôme et qu'il faut un bac, bah ça veut dire que nous, dans notre promotion, un tel et un tel, ils ne seraient pas rentrés. » Bah ça pose problème, quoi, parce que c'est des gens extrêmement précieux artistiquement et dans le secteur, quoi. Est-ce que tu aurais aimé avoir d'autres choses à Charleville que ce que tu as eu comme formation? Grave. Moi, je crois que ce qui m'a manqué principalement à Charleville, c'est qu'on me dise qu'en fait, on nous formait à 6 métiers différents minimum. Comédien, constructeur, metteur en scène, scénographe. On avait des cours de corps. Et que tout ça, c'est un métier déjà. Ça, chaque truc, c'est un métier. Et qu'en fait, on était là plus pour ouvrir des horizons et découvrir des métiers et pouvoir dialoguer avec ces métiers plus tard que devenir ces métiers-là. Et j'ai un peu regretté qu'on nous le dise pas. J'ai l'impression qu'on nous l'a dit, mais assez tard, en fait. J'ai l'impression que Nathalie Hélin, quand elle était directrice pédagogique, elle nous l'a dit, mais on était en 3e année, quoi. Donc, j'aurais bien aimé déjà ça. De se dire que, en fait, moi, j'ai fait des cours de construction, pas tellement pour devenir constructrice, mais parce que faut que je sois capable de parler avec une constructrice en respectant son travail, son temps de travail, son... Voilà. Et comment tu verrais différemment la formation que... Bah, déjà, ça, c'est pas tellement un endroit de formation concrète, genre faut mettre une semaine de ça, mais plus de donner cette perspective en début de formation pour dire voilà. Et alors, on est une école, donc évidemment, on va vous noter en scéno, on va vous noter. Mais en fait, c'est pour ça qu'on vous forme comme ça. Après coup, moi, en parallèle des études à Charleville, je me suis formée au clown contemporain avec Carole Talek, qui est une personne qui pratique le clown et le yoga, un peu pour les gens qui connaissent le clown, un peu dans la famille d'Éric Blouet. Et en fait, en une semaine de stage avec elle, j'avais l'impression d'avoir abaissé des trucs au plateau qu'il fallait être abaissé, que j'avais pas abaissé en 2 ans d'ESNAM. Du coup, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup dit en sortant. J'ai dit, mettez du clown parce que c'est en une semaine de clown, en début de formation, ça va détendre la nouille collectivement de tout le monde. Et voilà, donc ça, j'aurais bien aimé. Et en même temps, je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec moi-même sur cet endroit-là, mais on a extrêmement peu de formation, en tout cas ma promo, parce que en fait, c'est quand même une école où ce que je dis là, la promo d'après, ils ont peut-être pas du tout vécu la même chose, etc. Hein, c'est vraiment différent. Mais on a eu très peu de temps accordé à la réalité de nos métiers après. C'est-à-dire, c'est quoi ce réseau professionnel, c'est quoi d'écrire un dossier, c'est quoi de demander des subventions, c'est quoi de travailler avec un ou une administratrice, comment on fait ça, comment on fait de la diffusion et tout. On l'a fait un peu avec David Girondin-Moab et une chargée de diff dont j'ai malheureusement oublié le nom. Et c'était quand même précieux parce que du coup, moi en sortant, David, j'ai pu l'appeler en lui disant bah voilà, tu nous as donné 2-3 pistes, mais en fait, je suis un peu perdue. Et il a eu vraiment la très grande gentillesse de prendre un grand temps
avec moi pour m'aiguiller là-dessus. Et ce truc-là est un peu compensé par une espèce de solidarité entre les anciens élèves qui fait que j'ai pu aussi appeler des anciens élèves pour dire bah, « Attends, mais comment on fait ça? Je voudrais faire ça. Comment on va… » Voilà. Donc, c'est ça que je dirais que j'aurais aimé qu'on fasse différemment. Je crois, ouais. Alors, on va parler un peu de l'endroit où tu crées. Dans les spectacles que tu as créé avec souvent avec un thème scientifique ou de recherche à l'origine de ton projet. Est-ce que tu peux nous parler de ça, d'où ça vient et comment tu traites, du coup, maintenant que tu as un peu de recul sur… Ouais. En fait, donc là, dans la compagnie, on a 3 spectacles. Le premier, L'univers un goût de framboise, il parle de science. Et les 2 spectacles d'après, En avant tout et L'échappée, c'est des spectacles qui parlent d'histoire. Donc en fait, on fait de la vulgarisation. Et le prochain, il va reparler de science. Donc en fait, on fait de la vulgarisation scientifique et historique. Et en fait, j'ai compris, en échangeant avec les artistes qui m'accompagnaient dans les spectacles, que en fait, c'est parler du réel qui m'intéresse, mais d'une manière qui vient nous titiller et nous poser la question de est-ce que le vrai monde, je sais ce que c'est. C'est cet endroit-là quand on parle de paléoanthropologie et de découvrir qu'en fait on a de l'ADN de Néandertal à l'intérieur de nous, ou que la Lune s'éloigne de la Terre de 3 cm par an. J'ai l'impression que ça change un truc de notre réalité. Et ça, j'adore, venir créer ces petits endroits-là avec du vrai. Et sur la thématique historique, à chaque fois, on a parlé de femmes oubliées de l'histoire. Donc c'est comme un peu venir éclairer, pareil, la réalité. Et venir dire « Ah, vous avez vu, on raconte ça comme ça, mais en fait, on pourrait aussi raconter ça comme ça. » Ce qu'on a un peu poussé dans notre dernière création avec un dispositif un mécanisme que j'aime beaucoup, qui est que donc, dans notre dernière création, L'échappée, on raconte la vie d'une femme qui a existé, qui s'appelle Annie Kopczowski, et qui a fait le tour du monde à vélo à la fin du 19e. Et en fait, il y a des tas de moments, donc c'est du théâtre de papier, et puis il y a des moments de l'histoire où on fait comme un pas de côté, et on dit « Voilà ce que Annie n'a pas vu », et on parle de quelqu'un qui a grandi pas très loin de chez elle, ou d'une population qui a fait ceci pour qu'elle puisse prendre le train pour aller là. Et en fait, c'est un endroit que j'aime beaucoup, déjà parce que juste concrètement, on retourne les silhouettes de papier, et je trouve ça très beau juste de les retourner et de voir ce qu'il y a derrière. Et puis aussi parce que voilà, ça vient dire, vous voyez, nous on raconte cette héroïne, mais en fait on pourrait… Enfin voilà, j'aime bien, je suis en train de mimer des lampes torches. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi parce que dans la création, une de mes parties préférées, et là c'est peut-être aussi l'endroit où en fait mes études m'ont donné goût à ça, c'est que j'adore la recherche. J'adore passer 4 mois à apprendre plein de trucs sur les femmes oubliées de l'histoire, sur la cosmologie de tel endroit. Enfin voilà, c'est des choses qui me passionnent beaucoup. Le prochain spectacle qu'on fait, c'est un spectacle à destination du très 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 jeune public pour les bébés. Et c'est un spectacle dans lequel on va parler du développement des bébés. Et ça, j'adore aussi. Parce que je trouve que c'est un endroit de… En fait, je crois que quand on parle de sujets qui peuvent paraître très vastes, comme ça, comme les femmes oubliées de l'histoire ou l'histoire de l'univers en 30 minutes, il y a quelque chose d'un petit peu ambitieux que j'aime bien. Et puis les gens se disent que c'est pas trop possible. Et j'aime bien aller faire ça. Typiquement, venir parler d'histoire, venir parler de science aux bébés, ça m'excite beaucoup. Et souvent, les gens font… Et j'aime bien cet endroit-là. Et pour toi, la marionnette, c'est quoi? Pourquoi la marionnette, ça reste pertinent dans ce que tu racontes? C'est quoi l'avantage du papier? Pourquoi tu as choisi le papier dans les 2 dernières créations qui parlent d'histoire? En fait, moi, je pars pas souvent d'un média a priori. C'est-à-dire que je me dis… Donc je pense… Mon cerveau pense marionnette, évidemment. Mais souvent, on choisit le type de marionnette en fonction du propos du spectacle. L'univers a un goût de framboise, c'est du théâtre d'objets avec des matériaux bruts. Et ça venait de tout un tas d'exercices que j'avais fait à l'ESNAM et qui me paraissaient pertinents pour venir parler de l'immensité.
Et puis, euh, et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'au plateau, le théâtre d'objets, ça me permettait de, comme c'est aussi moi qui joue dans mes spectacles, d'être dans cette double narration d'adresse au public et en même temps de jouer ce qu'il y a au plateau, qui est quelque chose qui m'excite beaucoup. Je voulais continuer à chercher dans cette direction-là. Et quand on a commencé à réfléchir à En Avant Tout avec la co-créatrice Lou Simon, on s'est posé la question, on savait qu'on voulait un type de marionnette qui nous permettait de faire ça. On s'est posé la question du théâtre d'objets, et en fait, ce qui nous embêtait vraiment avec le théâtre d'objets, c'est que moi, j'avais envie de les voir, ces femmes-là. Et en même temps, si on cherchait des objets réalistes de femmes, de représentation de femmes, on était tout de suite pas autrice de ce qui se passait. Et je crois que c'est Lou, la première, qui a dit What about le théâtre de papier, qui est quelque chose que nous, on n'a pas du tout rencontré à l'ESNAM. Et en fait, on a commencé à réfléchir, et moi, je suis arrivée avec l'idée de travailler à partir d'images d'archives, parce que, en fait, du coup, ça répondait vraiment à mon besoin de venir les mettre au plateau. Et du coup, dans la mesure du possible, dans En Avant Tout, c'est soit des vraies photos, peintures, soit des images de femmes à la même époque, au même endroit. Parce qu'on n'a pas toujours, ça c'est aussi, on ne peut pas s'extraire de ces limites-là. Dans le spectacle, on parle de femmes esclavagisées. Bon, bah, en fait, on n'a pas de photos d'elles. En fait, pour avoir des représentations picturales et photographiques, et bah, il faut appartenir à une certaine classe, jusqu'à une certaine époque. Du coup, voilà, donc ça nous a beaucoup parlé. Et en fait, ensuite, j'ai continué le théâtre de papier avec l'échappée, parce qu'il y a un endroit que dans En Avant Tout, comme l'enjeu, c'était vraiment d'apporter le plus de parcours et le plus de figures possible. En fait, les silhouettes de papier, elles avaient presque un rôle d'effigie. On a des scènes de théâtre de papier plus classiques, mais c'est pas vraiment un spectacle de théâtre de papier très classique. Et en fait, ça m'a un peu frustrée, cet endroit-là. Je me suis dit, j'aimerais bien vraiment aller vers cet endroit du plaisir du théâtre de papier, de pouvoir convoquer un pays, un autre continent, une autre époque avec 2 objets. Voilà, et c'est pour ça qu'on a choisi le théâtre de papier aussi pour cette création, l'échappée. Mais tu vois, la prochaine, Cosmos, le spectacle pour bébés, ça va vraiment être du spectacle de matière, théâtre de lumière. Donc en fait, à chaque fois, on les choisit pour raconter ce qu'on a envie de raconter à l'instant T. Donc je dirais que c'est ça que m'apporte la marionnette. C'est ça qui m'a attirée au tout début, c'est que c'est très versatile et que ça continue à l'être pour venir raconter plein de choses, quoi. Et puis plus tu travailles un média, plus tu découvres des possibilités. Là, par exemple, j'ai fait 2 spectacles de théâtre de papier avec des images d'archives. Là, j'en ai marre. Je voudrais qu'on soit encore plus autrice des images. Et du coup, je pense que le prochain spectacle de théâtre de papier que je ferai, je travaillerai avec une illustratrice pour vraiment qu'on soit autrice du début à la fin de ces endroits-là. Et quand tu as fait des spectacles toujours seul en scène, toi, Ouais. avec votre compagnie, Ouais. ça correspond à quoi? Un besoin économique, une volonté pratique? Alors, au début, c'était pas trop réfléchi parce que sortant d'école, on te dit tiens, si tu veux travailler, ça peut être de bon ton de faire un solo qui tourne facilement, et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et ensuite, il se trouve que moi, j'ai fait de la commise en scène pour d'autres compagnies, commise en scène, regard extérieur, et je me suis rendu compte que, en tout cas à ce moment-là, je sais pas si je pourrais dire toujours ça maintenant, mais mettre en scène sans jouer, ça répondait pas du tout, ça venait pas du tout répondre à un besoin. Enfin, j'avais l'impression que quand j'ai fait la commise en scène d'un spectacle de Colline Fouillé qui s'appelle Coca Life Martin 33 centilitres, et en fait donc ils étaient en jeu avec Colline et Pierre Dupont, et il y a eu la première, et moi j'étais comme ça, et eux ils avaient tout relâché parce qu'ils avaient joué. Et je me suis dit, ah oui, non, en fait, là, énergétiquement, il y a un truc qui n'est pas possible. Donc je me suis dit, ok, donc à l'heure actuelle, mettre en scène sans jouer, dur. Et pareil, en tant qu'interprète, en bossant pour d'autres compagnies, ça m'est arrivé d'être au plateau avec des metteurs en scène qui étaient au plateau aussi. Et je trouve que c'est très dur de faire ça. Et moi, je m'en sentirais pas capable. Je sais.
je l'ai vu aussi dans des spectacles de gens pourtant que j'aime beaucoup, mais qui partagent le plateau d'une manière complètement inéquitable parce que c'est eux qui décident de la direction de la mise en scène. Et je me suis vue faire ça et ça m'a terrifiée. Donc je me suis dit, tant que t'es pas sûre que t'es pas capable de partager le plateau correctement, tu ne partages pas le plateau. C'est Pas vraiment un avec tes super calcul. marionnettes. Bah, je le partage avec les marionnettes et je pense quand même que là j'ai l'expérience on commence à faire des reprises de rôle pour mes spectacles, donc mes spectacles commencent à vivre sans moi. Et je pense que je vais arriver aussi à la compagnie Boom à mettre en scène d'autres gens que moi quand j'aurai vraiment nourri cet endroit-là. Ça correspond à une maturité. Ah ouais, pour moi c'est extrêmement dur. C'est beaucoup plus dur que de jouer toute seule. Parce qu'il faut... déjà, quand tu joues et que tu es à la commise en scène, et directrice de compagnie, c'est-à-dire que dans ta tête, il y a la prod, le calendrier, le budget, le choix dramaturgique, le texte, les indications de jeu. Si en plus de ça, j'ai quelqu'un à côté qu'il faut que je drive aussi, je ne saurais pas faire ça. Enfin, ou alors je le ferais peut-être bien, mais pas bien. Et du coup, je préfère pas le faire. Et du coup, tu as eu combien de dates à peu près par an depuis 2019 ? Waouh, par an, je sais pas te dire. Ce que je peux te dire, parce qu'on a rempli des dossiers dessus récemment, c'est que l'univers Un goût de framboise, on est bientôt à la 300e. En avant-toute, je crois qu'on est autour de 70-80. Et l'échappée, on est à la fin d'Avignon, là, on sera à une 40aine de dates, je crois. Et pourquoi venir à Avignon ? C'est une très bonne question. C'est toi qui as voulu, En fait, moi, j'ai rencontré, donc on joue au Totem, qui est un lieu qui est dirigé par Mathieu Castelli, que j'ai rencontré parce qu'il a fait venir dans sa programmation de saison l'univers Un goût de framboise. Déjà, l'équipe est très chouette, donc c'était chouette de voir ça. Et puis, moi, j'avais très peur de faire Avignon, parce que j'avais entendu qu'on pouvait le faire vraiment dans des mauvaises conditions. Et pour le coup, on m'a dit que le Totem était un endroit plutôt chouette pour faire Avignon. Et donc, on a un peu attendu. C'est notre premier Avignon, on n'a pas fait jusque-là. Aussi parce qu'il y a des raisons économiques, il faut être un peu solide, quoi, même si c'est dans un lieu chouette et qui ne nous met pas complètement en danger. Et pour nous, c'était vraiment idéal, parce que donc, l'échappée, on l'a créé à l'automne. Du coup, on l'a tourné toute la saison, donc on l'a bien, on le connaît, c'est un spectacle qu'on commence à connaître. Et là, il va avoir une grande visibilité, donc c'est en termes de planning, c'est vraiment chouette. Et puis, le Totem, c'est un lieu jeune public. Et nous, si on parle un peu diffusion, stratégie et tout, en fait, le réseau de la marionnette, c'est pas le réseau qui nous soutient le plus en ce moment même. Il nous a beaucoup soutenus, mais là, c'est vraiment le réseau jeune public qui nous fait tourner. Et du coup, c'est chouette de découvrir un peu ce réseau-là. Là où moi, j'ai pas où la carte Esnam est une carte qui parle, mais un peu moins que dans le réseau de la marionnette. Du coup, c'est aussi cet endroit-là. Et le réseau de la marionnette, tu dis, te soutient pas beaucoup, c'est dû à quoi, d'après toi ? Non, ça serait une bêtise de dire que le réseau de la marionnette me soutient pas beaucoup. Je veux dire, ça, y a plein de gens de la marionnette qui nous soutiennent, mais c'est pas le réseau qui nous fait le plus rayonner, le plus tourner, le plus mettre en avant dans des festivals un peu classe, tu vois. C'est parce que peut-être tu as atteint les limites de la capacité de diffusion du réseau marionnette qui n'est pas non plus... C'est ça, les copains artistes, ils me disent ça. Les copains artistes, ils disent, en fait, le réseau marionnette, c'est aussi un réseau qui fait un spectacle, tu le fais tourner 2 saisons, quoi, max, dans le réseau marionnette. Mais, oui, pardon, j'ai oublié ta question, excuse-moi. Non, c'était ça la question, c'était est-ce que c'est pas parce que t'as épuisé un peu oui, peut-être. Ou est-ce que les spectacles de la compagnie Boom... je sais pas, je me suis raconté qu'autour d'En Avant Toutes, déjà, il y avait une question politique, quand même, dans En Avant Toutes, qui est vraiment un spectacle qui est ouvertement féministe. Et j'ai l'impression que le réseau de la marionnette est pas le réseau qui s'ouvre le plus à ces thématiques-là, qui peut être un peu rebuté, un peu se fermer comme une petite huître. Il y a des lieux de la marionnette qui sont hyper investis là-dedans et qui soutiennent justement parce qu'il y a une dimension politique.
Mais moi, c'est drôle parce qu'en avant toute, il y a des pros de la marionnette qui m'ont dit, en termes de féminisme, ça casse pas trois pattes à un canard. Parce que je suis assez d'accord. Enfin, c'est pas un spectacle qui vient te parler de thématiques féministes hyper contemporaines ou hyper difficiles où les gens vont partir en courant du spectacle. C'est un spectacle dont l'ambition est de dire venez, on regarde, là on a notre Panthéon et venez, on regarde le Panthéon alternatif, quoi. Donc moi j'étais assez d'accord. Moi, je pensais que le spectacle, ça allait. Et en fait, il y a des pros de la marionnette qui se sont. Enfin, un pro de la marionnette, malheureusement un gros pro, qui s'est opposé à ce spectacle en disant que c'était un spectacle anti-homme, qu'il a déprogrammé. Et donc, moi, j'avais les deux. J'avais la directrice trentenaire sympa qui me disait bon Zoé, il est bien ton spectacle, bah, bon en termes de féminisme on n'en est plus là. Et puis le lendemain j'avais l'autre qui hurle et qui déprogramme le spectacle, quoi. Donc je me suis raconté ça et aussi je me suis raconté que en avant toute c'est un spectacle qui quand même donc moi dans mes spectacles je suis assez présente et du coup je me suis dit ah tiens peut-être pour la marionnette il n'y a pas assez de marionnettes. Tu vois, ces trucs-là qu'on dit un peu des fois dans les spectacles. Ah, il n'y a pas assez de marionnettes ou il y a trop de marionnettes. T'es jamais au bon endroit de la Voilà. marionnette. Je me suis raconté ça. Mais il y a toujours des lieux très très chouettes qui nous soutiennent dans le réseau de la marionnette. Et puis aussi, le réseau jeune public, je trouve qu'il ouvre à d'autres endroits, à d'autres... Enfin, là, par exemple, d'arriver dans le réseau des spectacles pour les tout-petits, je trouve ça passionnant parce que c'est un autre réseau avec des gens très différents, des contraintes très différentes, des réalités très différentes. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'aller dans toutes ces directions-là. Et toi, tu es dans quel département? Moi, je suis dans le 95, le Val d'Oise, en Île-de-France. Et là, les conseillers DRAC et tout ça, tu as eu des Ouais, contacts? on est... Tu as eu déjà des aides au projet et maintenant tu cherches... Exactement. Ouais, on est... Pour le coup, et ça c'est très chouette aussi, c'est que le réseau Île-de-France est vraiment en train de se construire pour la compagnie. Et ça c'est très très chouette parce que je trouve que c'est... Pendant un temps, je trouvais ça vraiment frustrant de passer ma vie à prendre le train pour aller travailler à l'autre bout de la France et jamais travailler chez moi. Et puis, je trouve que maintenant, j'ai une vie de famille, donc c'est aussi cool que de tourner dans ma région. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé un... Tu vois, ce qui m'a... Et là, tu es estampillé marionnette quand même. Du coup, Mario Jeune Public, les deux. Les deux. Ouais, le conseiller DRAC Mario Jeune Public, il nous identifie. C'est ça son... Non, mais c'est logique qu'il voit beaucoup de compagnies, mais quand il nous voit, je pense que c'est ça les petites étiquettes qui défilent dans... Oui, mais lui, il a un nom. C'est pas forcément les mêmes personnes qui font marionnette. Moi, c'est Jean-Pierre Dufranc, et c'est toujours le même. Et qui est quelqu'un qui se déplace, qui voit pas mal de choses, qui est vraiment qui nous a été de très bons conseils et qui a à la fois cet endroit marionnette et jeune public. Cette expertise. Et comment tu vois ta compagnie boom dans quelques années? Moi, j'aimerais bien continuer. Un truc qui m'excite beaucoup, c'est m'adresser à des publics différents. Jusque-là, on a fait 2 spectacles tout public à partir de 8, un spectacle ado-adulte, on va faire un spectacle pour bébé. J'aimerais bien aller dans le monde entre le bébé et le 8 ans. J'aimerais bien, pourquoi pas, aller aussi vers les spectacles pour des lieux non dédiés en EHPAD. Enfin, j'aimerais bien un peu... Je trouve ça très joli et puis politiquement chouette qu'une compagnie elle puisse proposer des spectacles un peu pour toute la vie, quoi. Il faut savoir que déjà, nous, nos spectacles, ils sont tout public. C'est tout public à partir de 8 ans, mais c'est vraiment tout public. Et même le spectacle pour bébé, l'idée, c'est que les adultes aient des choses à manger et repartent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. Parce que je trouve que ça crée une cohésion dans le public entre les âges que je trouve très belle et que tu as vachement avec le tout public à partir de 8. Parce qu'en scolaire, tu peux avoir de la fin de la primaire et du début du collège. Et du coup, je trouve que ce mix, quelque chose d'assez intéressant dans le public. Pas forcément le public le plus confortable, mais c'est intéressant. Et tu voulais parler des difficultés que... Ouais. Dans les arts, dans ta pratique, Ouais, en fait, je trouve... Bah non, mais tu vas dans l'optique d'être dans des entretiens qui parlent du réseau de la marionnette. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Et notamment le fait que
le monde de la marionnette est un monde où se joue beaucoup de sexisme. Alors moi, c'est à ça que j'ai accès. J'imagine que se joue énormément d'autres types de discrimination. Mais je me souviens avoir l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure. Pendant MIMA, on a participé à une table ronde autour de théâtre et politique. Et où en fait, où je disais, mais... Et donc on partait dans des débats un peu philosophiques sur faire du théâtre politique dans le contenu. Et moi j'étais là, mais déjà dans les moyens, faisons du théâtre politique parce que toutes nos chargées de diff, elles sont en burn-out, toutes nos chargées de prod, elles sont en burn-out, donc peut-être, je sais pas, réfléchissons aussi à ça. C'est chouette de parler de thématiques politiques très importantes, mais comme dans la manière dont on fait le théâtre, comment c'est politique. Et du coup, moi, je nommais beaucoup de violences moi, mon premier rendez-vous avec un pro de toute ma vie, pour faire un retour sur l'univers Un goût de framboise, il m'a dit le spectacle est super, c'est super, par contre, il faut mettre un soutien-gorge. Parce que, en fait, le mouvement de vos seins, bien que très agréable à regarder, je cite, déconcentre le spectateur. Du coup, on ne peut pas écouter ce que vous avez à dire à cause de vos seins. C'est un autre type de spectacle. Ouais, c'est ça. C'est pas le même conseiller drac. Non, c'est un pro, c'était un marionnettiste. Oui. Hein. C'est un marionnettiste qui m'a dit ça. Voilà. Moi, on m'a demandé de mettre des hommes dans mes ateliers sur les femmes oubliées de l'histoire parce que, je cite, c'est plus facilement compréhensible pour les sixièmes s'il y a des hommes dedans. J'ai été agressée dans un festival par un collègue marionnettiste qui m'a agressée physiquement, quoi. Lié au spectacle ou non? Non. Mais juste, c'est un collègue, quoi. Un collègue marionnettiste qui est capable, bourré, de faire ça. J'ai, du coup, eu des pros qui pètent des câbles parce que mes spectacles sont anti-hommes. Et je ne sais pas si c'est partagé, mais en tant que femme marionnettiste, j'ai régulièrement la discussion de qui sont les personnes dangereuses dans notre réseau. Et on a toutes, je sais pas, peut-être pas, une liste de... alors, un tel... moi, on m'a quand même dit, si un tel, t'es logé dans le même hôtel que lui, il faut fermer ta porte à clé, parce qu'il se réveille, il va dans le lit des gens la nuit, des meufs la nuit. Donc, des histoires... Donc, ça montre bien qu'il y a une problématique, et je trouve qu'on n'en parle pas du tout de cette problématique-là. On fait comme si elle n'existait pas. Moi, maintenant, j'ai une liste des pros que je vais voir qu'avec ma chargée d'administration. Je ne vais pas les voir toute seule. Il y a des questions de sécurité, mais il y a aussi des questions de juste, magiquement, quand on est deux, je suis une adulte, quoi. Parce que moi, vraiment, bon, aussi, j'ai une manière de parler un peu vive, voilà. Je suis un peu animée, donc ça ne dit pas beaucoup de la crédibilité, enfin, ça ne répond pas aux critères de crédibilité actuels. Mais moi, ouais, moi, j'ai des pros qui me passent la main dans les cheveux, mais des trucs hallucinants, quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Pour toi, c'est quoi les moyens d'action qui peuvent être mis en place? On s'est beaucoup posé la question au sein de la compagnie. Déjà, nous, dans notre fonctionnement interne, de mettre en place des formations liées à ces thématiques pour qu'on puisse... voilà. Donc déjà, je pense que la première urgence, c'est comment on se protège. Parce que moi, je ne vais pas mettre une injonction à changer le monde. Mon injonction, c'est être en sécurité et que les gens qui travaillent avec moi soient en sécurité, déjà. Du coup, nous, au sein de la compagnie, on fait ça. C'est-à-dire qu'on a la liste des pros que je vais voir avec Amé. On discute beaucoup entre nous, donc il y a beaucoup cette solidarité officieuse de « Ah tiens, j'ai eu un problème avec un tel. Ah tiens, j'ai eu un gros problème avec un tel. Ah tiens, un tel, quand il est bourré, il est vraiment dangereux. » Voilà. Je sais qu'il existe des formations et pour les compagnies et pour les lieux. Mais je veux dire, en tant que secteur, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des actions qui peuvent être prises en tant que secteur? Parce qu'une jeune marionnettiste ou un jeune marionnettiste qui sort de l'ESNA mais qui ne connaît pas cette liste et qui ne connaît pas les personnes, à quel moment il y a un moyen d'action aussi collectif pour protéger aussi bien soi mais aussi les... Ouais, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Tu n'as pas de piste En fait, je crois que aussi dans ma vie militante autour du féminisme, il y a
j'ai une forme de lassitude autour de l'injonction à résoudre les problèmes nous-mêmes. Parce que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup. Et du coup, je pense que oui, on pourrait porter une asso ou un truc comme ça, mais ça demanderait énormément de travail, énormément de temps. Et déjà, vivre dans ce monde, ça demande énormément de temps et d'énergie. Au sein, pardon, je nomme ça aussi parce que je dis nouveau. C'est moi, je suis enceinte. J'ai été déjà enceinte. Pareil, la réaction des pros à ça. Moi, j'ai allaité en tournée. J'ai tiré allaité en tournée. Je me suis pris. Donc, il faut savoir que c'est une obligation légale de fournir un lieu et du stockage, un frigo pour les femmes qui souhaitent allaiter pendant leur travail. Et tu vois, ça m'est arrivé, un directeur technique qui passe, qui voit le truc et qui me dit « Ah, Miam, je vais le boire moi » ou un truc comme ça. Enfin, et un truc... Donc, en fait, moi, déjà, je vis avec ça, tu vois. Donc, je vais pas me dire « Ah oui, en plus, ah ouais, ça serait bien que je monte une asso. » Grand bien Non, mais je que les disais gens pas fassent ça. toi, je disais ça Oui, peut oui. être une pensée collective. Ouais, carrément. C'est pas une injonction à que toi tu fasses Oui. quelque chose. Tu te sors les doigts du cul, Zozo. Non, mais voilà, je dirais ça. Salut. Je dirais ça. Et oui, j'imagine que à l'échelle des syndicats, il y a des choses à mettre en place. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là. Donc, je me dis que les lieux de formation pourraient être des lieux aussi ou commencer à planter les bonnes graines de cet endroit-là. Parce qu'en plus, on l'a vu dans MeToo Théâtre, et enfin, c'est pas un problème spécifique de la marionnette, c'est juste qu'on a, je pense, l'image que les marionnettistes sont des gens vachement plus sympas, vachement plus accessibles que le monde du théâtre, qui peut être, où il y a des... Comme si nous, il y avait un peu moins de dynamique de pouvoir que dans le théâtre, et du coup, ça n'arrive moins. Mais ça arrive quand même, ça arrive vraiment beaucoup. Oui, il y a des dynamiques de pouvoir dans la marionnette aussi. Il y a des grosses structures et des gros... Carrément. Puis il y a des gens importants, il y a des artistes qui sont là depuis longtemps. Et le clown, c'est sa tête dans tout ça? Je veux dire, pour le rapport au profit, ça t'a aidé sur toi, de ce que j'ai compris, dans ton rapport à la scène. Ouais. Mais je veux dire aussi dans ton rapport au monde, est-ce que le clown, c'est quand même un autre milieu, une autre façon de voir le clown, ça m'a apporté dans la vie, ça m'a apporté sur scène, cet endroit de... Donc, parce que derrière le mot clown, c'est comme derrière le mot marionnette, il y a tout et son contraire. Il y a vraiment... Tu peux rencontrer des gens qui disent le clown c'est ça, et des gens qui disent le clown c'est ça, et c'est absolument incompatible. Et donc moi, l'univers, la planète de clown dans laquelle je suis allée me former, c'est du coup tous ces gens qui gravitent autour de la figure d'Éric Blouet, qui est une figure tout à fait problématique sur tout un tas de questions. Mais du coup, c'est un endroit où le clown ne fabrique pas, il vit au plateau. Et je trouve qu'en tant que marionnettiste, où on a beaucoup d'injonctions techniques au plateau, c'est un endroit que je trouve très beau, quoi, de se dire, en fait, un clown, il peut entrer sur scène, respirer, vivre ce qu'il a à vivre, ça prend 20 minutes et t'es scotché à ce qu'il fait. Je trouve qu'il y a un endroit, c'est comme une marionnette, quoi. Une marionnette, elle peut arriver, elle peut vivre elle peut respirer, vivre ce qu'elle a à vivre et t'es scotché. Du coup, artistiquement, ça m'a vraiment apporté à cet endroit-là. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte aussi de force de nos métiers à nous. La première fois que j'ai bossé avec des clowns, je disais, mais pourquoi vous êtes tous habillés en esthétique Emmaüs? Enfin, qu'est-ce que ça raconte au plateau que ce soit ça, votre... Et en fait, c'était la première fois qu'on lui posait la question, quoi. Parce qu'en fait, le fait qu'il ait une vieille salopette et un vieux téléphone, en fait, ça, c'était pas une décision, c'était ça. C'était comme... Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, parce que nous, on se pose beaucoup ces questions-là de quelle nature de téléphone, quelle nature de salopette, tu vois. Donc ça, c'était très chouette de voir, et les endroits qui sont inconscients pour nous, notamment aussi, moi, artistiquement, un endroit qui me nourrit beaucoup dans le clown, c'est la rencontre avec le public. Parce que je fais pas mal d'interactions publiques dans mes spectacles. Et ça, pareil, c'est pas un truc qu'on a beaucoup fait
à l'école ou quoi, il y a pas mal de... un quatrième mur, quoi. Voilà. Et puis aussi, si on parle un peu vraie vie, organisation, gros sous, le réseau du clown, c'est un réseau qui n'est pas financé du tout, du tout, du tout. C'est des gens qui travaillent, ils créent complètement bénévolement. Du coup, il faut qu'ils vendent 42 dates par an, parce que sinon, ils n'ont pas l'intermittence. Du coup, ça aussi, c'était intéressant de voir ça, tu vois, moi qui sortais de l'ESNAM, on m'a dit, bah voilà, vous pouvez faire des demandes de subventions, vous pouvez demander 15 000 euros, vous les aurez pas forcément, mais vous pouvez les demander. Ça remet, je trouve, aussi les pendules à l'heure à cet endroit-là. Ça t'aide parce que c'est vrai que des fois, ceux qui sortent de l'ESNAM, ils se retrouvent à même des fois faire des burn-out avec trop de pression mise sur leurs épaules. Alors moi, j'ai eu un super... il s'est passé un truc super pour m'éviter ça. C'est qu'en fait, en 3e année d'ESNAM, tu fais un solo. Et moi, j'ai foiré mon solo. Donc, vraiment, mais c'est objectif. Vraiment, je me souviendrai vraiment de la gueule des Loirs au coin longtemps. Donc en fait, mon solo, il a convaincu à peu près personne. Je me suis fait défoncer par tous les pros qui l'ont vu plus ou moins, quoi. Et donc, moi, je suis sortie en me disant... Et puis, on m'avait plus ou moins dit, bon, bah alors du coup, la mise en scène... voilà, tu seras interprète, c'est super, mais vraiment, tout ce que tu as à dire, ça n'a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. Et du coup, bah moi, j'étais là, ah bon, bah d'accord, on a l'air de dire que, bon, bah très bien, donc bah, je vais faire l'univers goût de framboise dans ma cuisine, parce que j'ai envie de raconter ça, et puis j'ai les copines qui vont m'aider, et puis je vais tourner ça, et du coup, je l'ai fait, et puis ensuite, il a commencé à un petit peu tourner, et là, les pros l'ont vu, et là, les gens l'ont fait tourner, tu vois. Mais du coup, j'avais Donc, zéro... t'es la seule à tourner avec un solo de ta promo maintenant. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des solos sublimes, quoi, bah, du coup, après, c'est vrai qu'il faut... Enfin, tu vois, c'est 10 minutes, après on te dit faisant un spectacle de 45, c'est vachement dur, quoi. Que moi, vraiment, personne n'attendait rien de moi. Et pour le coup, quand ils ont vu un produit fini aussi. Ce qui n'est pas le cas d'un solo, quand même. Donc zéro pression à cet endroit-là, quoi. Et après, le spectacle a beaucoup tourné. Et ça a apporté une légitimité qui fait que on me posait un peu moins la question. Mais je recommande beaucoup de fois son solo. Je dis ça parce que moi, vraiment, quand on a fait les snaps, on nous a dit, mais les solos, waouh, c'est hyper important, le solo d'un tel ou d'un tel. Il a fait ça il y a 10 ans, c'était incroyable et tout, ça a marqué l'histoire de la marionnette. Donc moi, quand je me suis plantée, j'étais là, bon bah, ça y est, c'est fini. Donc, voilà. Je ne marquerai pas. Alors vraiment, l'histoire de la marionnette, a priori, je ne peux pas la marquer. Mais du coup, c'est chouette. Enfin, je trouve que c'est très chouette parce que au lieu de commencer par un espèce de truc de reconnaissance professionnelle et puis des pros qui disent « Waouh, on n'a jamais vu ça », bah, je suis arrivée avec un spectacle d'une discipline que les gens connaissent bien, il est super, l'univers un coup de framboise, avec un propos vachement intéressant et tout, mais je pense que, tu vois, c'est un spectacle qui est assez... Moi, je fais des spectacles qui sont assez ludiques, tu vois, assez... c'est rare que les gens sortent en se disant... Tu vois, je fais pas des spectacles hyper conceptuels. Je pense vraiment au public quand je fais le spectacle, vraiment. Ça, c'est un autre truc du clown aussi, je pense. Et du coup, bah, je suis arrivée avec un spectacle qui déjà avait cet endroit-là d'aboutissement de, bah voilà, c'est un petit objet, à la fois c'est ambitieux dans le propos et en même temps dans la forme, puis ça coûte pas cher. Donc, tu vois, je pense que c'est ça en fait qui... Et c'est vachement mieux que d'être une resta, je pense. Et est-ce que tu t'intéresses un peu aux ceux qui sortent, ceux qui sont sortis après toi? Est-ce que tu vas voir les sorties? Je suis allée en voir aussi dans l'optique de bosser avec certaines un jour. Parce que moi, on l'a fait pour moi et j'ai trouvé ça très chouette, cet endroit-là, des anciens qui sont venus me voir et qui m'ont proposé de travailler avec eux. Du coup, ouais, j'y vais dans cet endroit-là. Après, Charleville, c'est une formation très intense qui dure 3 ans. C'est une école d'art, donc il y a quand même un truc fondamentalement contradictoire dans ce truc de soyez des artistes et soyez à l'école, qui fait que je pense que c'est bien aussi de partir de Charleville un peu, puis d'y revenir avec plaisir, mais
Je pense que tu es très habité, quoi. Il se passe plein de choses humainement. Il y a aussi plein de pédagogues, de profs de l'ESNAM qui ne sont pas des pédagogues, parce qu'être pédagogue et artiste, c'est vraiment 2 métiers très différents. Donc tu t'es pris des grosses cuds. Enfin, tu vois, donc tu peux sortir un peu comme ça, et je pense que ça fait du bien aussi de se dire, tiens, on les laisse. Aussi pour pas revenir, parce que je les vois, les gens de ma promo, et peut-être je suis déjà comme ça, mais venir avec un discours de ah, nous, à notre époque. Et ça, c'est vraiment genre, moi, tu vois, je préfère pas leur parler que leur dire ça. Vraiment. J'ai pas du tout envie de ça. Et Parce qu'en plus, nous, on nous l'a dit. Ça, j'ai vachement vu ce truc-là. Nous, quand on est arrivé, on nous a dit ah, vous avez loupé le prime. Nous, on avait le droit de tout, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Ah là là, ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant, pauvre de vous. Et maintenant, on dit ça. J'ai vu des gens, je les ai vus, je ne les citerai pas, des gens de ma promo, dire ça à des plus jeunes. Je suis là, non, mais là, faut arrêter là. Enfin, en fait, c'est... Alors, des fois, sur des trucs qui sont tout à fait légitimes, hein, enfin, c'est une discussion interpromo qu'on a beaucoup, notamment sur l'accès aux nouveaux bâtiments. Parce qu'en fait, quand l'école a déménagé, l'accès, entre il y a 20 ans et maintenant, l'accès aux bâtiments, il y a de moins en moins de temps en dehors des cours. C'est plus le bâtiment grandit, moins tu as de temps à l'intérieur. Exactement. Ce qui est absurde. Et du coup, les promos d'avant, la légende, c'est que nous, on était dans l'ancien bâtiment, mais c'est que eux, la nuit, ils restaient à l'école parce qu'en fait, ils savaient où il y avait des détecteurs de mouvement et ils les cachaient. Même c'est les profs qui leur disaient. Je vais dire ça, mais les profs leur disaient. Bref, bon, en même temps, c'est génial, mais ils faisaient un peu nawak. Enfin, c'est-à-dire qu'utiliser une scie tout seul dans un atelier à 3h du mat', c'est une bonne idée. Pas du tout. Et donc, voilà, nous, on avait accès un peu moins longtemps. Et puis dans le nouveau bâtiment, je sais pas c'est quoi actuel, mais pendant un temps, ils leur ont dit bon bah c'est la fin de l'école, vous sortez. Et du coup, ils se mettaient à construire dans leur salon alors qu'ils avaient un bâtiment sublime. C'est-à-dire qu'on construisait dans des meilleures conditions qu'eux, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne, mais pas dans l'optique de leur dire c'était mieux avant, mais de leur dire et ça a existé. En fait, nous, on se retrouvait le soir et typiquement, tu vois, on parlait tout à l'heure des grandes différences entre les profils des élèves. Moi, des gens de ma promo comme Pierre Dupont, par exemple, de les croiser le soir à l'atelier pour essayer de faire un peu de modelage, parce qu'en fait, j'y comprends rien à la sculpture. Et lui, il a fait les beaux-arts, il est là, il est à côté, il bricole son propre truc, il vient me filer la main. Enfin, là, il y a un truc du cœur de l'école qui se passe. Et perdre ça, je pense, c'est pour se retrouver chez soi, à le faire tout seul dans sa cuisine. C'est moins fun. Et tes collègues de promotion, tu les vois toujours? Tu travailles avec eux? Ouais, carrément. Déjà, il y en a pas mal, c'est des amis. Donc, on se voit, voilà, on a quand même passé un grand moment. Et puis, moi, j'ai bossé avec plusieurs personnes de ma promo. Le premier spectacle, il a été co-créé avec Christina Dementeva de la compagnie Portée Disparue et Lou Simon de la compagnie Avant l'Averse. Ensuite, j'ai rebossé avec Lou. Ensuite, j'ai bossé avec Alexandra Vuillet, qui était ma prof à l'ESNAM. Et le prochain spectacle, je vais bosser avec Martha Pereira, qui était dans ma promo. Donc, et puis, Christina et Pierre, j'ai déjà fait Regard Extérieur sur leur spectacle. Martha aussi. Enfin, on s'exploite mutuellement nos talents dans les différentes compagnies. Voilà, donc c'est les gens que je vois le plus, ouais, je dirais, de ma promo. Et ouais, je dirais qu'on est quand même une promo. En tout cas, je sais pas les autres, mais c'est un retour qu'on nous a fait, que j'ai trouvé assez beau. On n'a pas beaucoup de retours beaux des pros, mais j'ai l'impression que dans les quelques années qu'on suivi notre sortie de promo, il y a pas mal de pros, moi, qui m'ont dit « Waouh, mais c'est vraiment super, quoi, ce qui se passe entre toi et Lou, entre Christina, Pierre et Lou. » Enfin, il y a un truc qui est assez chouette et j'étais contente que cet écosystème-là, il soit valorisé aussi par les pros. Tu vois, là où on pourrait se dire « Ah bah non, en fait, il faut s'attacher à une personne. » ou là, il y a un réseau et c'est vrai que quand tu as passé 3 ans avec des personnes, tu les connais très très bien. Donc, travailler avec, c'est vachement plus facile. Tu connais leurs forces, leurs faiblesses, tu sais... parce que moi, une partie de mon travail, c'est composer des équipes. Donc, je me dis « Ah bah tiens, dans un spectacle où j'ai besoin d'aller dans cette direction,
Lou, Martha, c'est pas du tout les mêmes personnes, elles vont pas du tout m'accompagner au même endroit. Donc à qui je demande pour aller dans telle direction, c'est assez passionnant ça. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui n'ont pas fait l'école? Pour toi, est-ce qu'il y a une différence dans la manière, dans l'approche, dans... Est-ce que vous avez Euh, quelque chose en commun je parmi tous me, ceux qui ont fait l'école? On dit En souvent fait, ça. on dit souvent ça. Je me méfie un peu de ce discours parce qu'il y a quand même une vraie forme d'élitisme autour de l'ESNAM et c'est vrai qu'on est extrêmement soutenu, aidé, mais même juste regardé quoi quand on. Donc, je me méfie un peu de ce discours parce que, par exemple, moi, il y a 2 ans, j'ai fait une collaboration avec le collectif Napen, qui est un collectif avec des artistes qui sortent pas de l'ESNAM et qui m'ont fait travailler à un endroit où j'avais jamais travaillé, mais c'était hyper riche du coup, vraiment, où genre j'étais là, ah ouais, je jamais travaillé à partir de ça. Et en même temps, je voyais que la porteuse de projet, elle envoyait des mails, enfin, elle faisait énormément de travail de prod, beaucoup plus que moi, pour avoir 0 réponse. Donc ça m'a aussi, je me suis dit, ah oui, et alors que c'est une artiste incroyable et que le spectacle, il méritait d'être vue. Donc ça m'a un peu refroidi sur ces discours-là. Et en même temps, je ne peux pas nier que j'ai travaillé avec la Glitch Company, Le Capri, sur un spectacle qui s'appelle Hashtag Humain, où toute l'équipe sortait de la promo d'avant moi. Il y avait une forme d'évidence. Il y avait que je peux retrouver avec quand je travaille avec Martha, avec Christina. Donc je sais pas trop quoi dire de ça. Après, moi, j'aime bien retravailler avec les gens. J'aime bien je trouve qu'il y a quelque chose dans les collaborations sur plusieurs créas qui est vraiment riche, quoi. Et comment tu vois la marionnette dans le futur? D'après toi, il y a une possibilité institutionnelle que ça grossisse? Je sais pas si je suis tout à fait la personne la mieux placée pour répondre à cette question. D'un point de vue institutionnel, je sais pas si le fait que je fasse de la marionnette est une aide ou pas. J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a une attention, notamment on en parlait, des collectivités, à venir soutenir les formes qui sont plus en difficulté, le cirque, la marionnette, la danse. Le clown? Le clown est absent de l'esprit des décideurs, je pense pas. Je peux pas parler à la base des clowns, mais ils sont vraiment sur malheureusement un endroit que je trouve vraiment difficile, quoi. Mais là où a été la marionnette un peu aussi, ou non? Ah, c'est intéressant. J'avais jamais fait ce parallèle. Ouais, c'est intéressant. Et pour moi, le parallèle, il peut être juste aussi à l'endroit de souffrir d'une certaine doxa de c'est quoi la marionnette ou le clown. Quand on dit quand on est clown ou quand on est marionnettiste, ouais, carrément, il y a cet endroit-là, je pense, qui ne sert pas les 2 disciplines, mais la marionnette, moi, en fait, ce que j'aime bien, là, en ce moment, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que pendant un temps, la marionnette, on se disait, ah ouais, il n'y a plus de marionnettes dans le spectacle de marionnettes, tu sais, les spectateurs, ils sortaient de Charleville, tu pouvais les compter, les gens qui étaient là, elle est où la marionnette? Et j'ai l'impression qu'en même temps, il y a vraiment des gens qui se réapproprient des techniques tradies, et ça, j'adore. J'adore qu'il y ait des gens barrés qui fassent des spectacles avec de la brume et d'autres gens qui se réapproprient une manière de faire de la marionnette dans telle région d'Europe et d'aller se former là-bas et de revenir. Donc je sais pas où je vois la marionnette, mais je souhaite que la marionnette continue dans ces directions-là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que j'ai quelque chose à dont on n'aurait ajouter? pas parlé? Non, je crois que on a bien brassé. Est-ce que tu as un message pour ou un élève qui serait en Cagne, là, qui se dit Ah, oui, trop bien! c'est trop bien ce parcours-là. Est-ce que tu as un conseil, tu donneras un conseil pour s'approcher au monde de la marionnette, quelque chose à aller voir Tu sais que c'est abominable parce que je me suis fait la réflexion récemment. Aller faire du clown. Non, je me suis fait la réflexion récemment que je sais pas si je le souhaiterais à quelqu'un parce que je trouve que c'est dur.
Et en même temps, moi, je me souviens très bien que mes premiers stages de marionnette, il y avait des grands marionnettistes qui me disaient « Oh, ben là, on va laisser tomber, c'est foutu. Il y a 20 ans, on réussissait à produire, mais on ne réussit plus. » Et ils m'ont dit ça, moi, il y a 15 ans, tu vois. Et si je les avais écoutés, je ne ferais pas ça. Donc... Mais en même temps, il y a une petite... quand même un petit warning de le théâtre public est un service public. En ce moment, c'est pas la joie des services publics, quoi. Donc, je mettrais ce petit warning. Et ensuite, je dirais d'aller voir des spectacles. Et de parler aux gens. Putain, ça, c'est un truc qu'on nous a dit à l'ESNAM, que j'ai trouvé super. On nous a dit, je crois que c'est David Giordamo qui m'a dit ça. S'il y a un artiste que vous aimez, écrivez-lui. Rien à foutre si c'est une star internationale. Écrivez-lui, dites-lui qui vous êtes, ce que vous aimez dans son travail. Vous savez pas ce que ça peut créer. Ne demandez rien, juste dites ça. Et je trouve que c'est vraiment super parce que moi, en buvant des cafés avec des marionnettistes, d'anciens élèves et tout, c'est là que s'est passé le plus de choses pour mettre en place la compagnie, quoi. Donc je dirais ça. Allez voir des spectacles et parler aux gens. Très bien. Zoé Grosso, merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup. Les marionnettistes font comme ça. Les programmatrices font comme ça. Les chargés de diff font comme ça. Les régisseurs